Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est consacré à un point sur l'actualité de la formation linguistique à destination des publics primo-arrivants. Vous allez être plutôt nombreux normalement au cours de ce webinaire. Il y aura des temps de questions-réponses qui seront dédiés après chaque intervention. Donc, n'hésitez pas à poser des questions via le chat à nos intervenantes et à bien réserver le chat pour des questions, pas pour des commentaires, parce que vous êtes nombreux. Donc là, ça va être voilà, plus pratique pour nous voilà, pour regarder les questions. Et puis, en fonction des questions qui sont posées dans le chat, n'hésitez pas non plus à voter pour les questions. Ça nous aidera, lors des temps de questions-réponses avec les intervenantes, à prioriser les questions qui leur seront remontées. Le support qui sera diffusé vous sera remis ensuite par mail. Et le webinaire d'aujourd'hui, du coup, sera découpé en trois grandes parties. Une première partie qui sera consacrée à la présentation des mesures de la loi de janvier 2024 en matière de linguistique. Une deuxième partie qui sera consacrée à l'évolution de l'offre de l'OFI. Une troisième partie qui présentera de manière non exhaustive l'offre complémentaire. Et une dernière partie, je l'espère parce qu'une heure, ça va être un petit peu court, sur une présentation de quelques outils à votre disposition en matière d'offres linguistiques. Alors, je vais faire défiler la slide. Et du coup, pour ce webinaire avec nous aujourd'hui, il y aura Christelle Bignon de la Diane, Isabelle Grosjean et Emeline Crène de l'OFI et Aline Roger de la DRETS Pays de la Loire. Et on est également accompagné par ma collègue Marie-Josée Guillon pour l'appui technique. Donc, les intervenantes, évidemment, n'hésitez pas à refaire un petit mot pour vous présenter quand ce sera le moment. Je vais tout de suite laisser la parole à Madame Bignon pour sa présentation. Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, voilà, je vais vous parler de la loi, de la mise en œuvre de l'article 20 de la loi CIAI, donc des mesures qui vont rentrer en vigueur au 1er janvier 2026, donc très bientôt. Donc, on est là aujourd'hui sur l'objet, c'est l'offre de formation, mais j'irai un petit peu plus largement, voilà. Donc, je vais introduire, voilà, vous êtes nombreux, vous êtes peut-être des niveaux d'information différents, donc je referai un point sur ce qu'est le contrat d'intégration républicaine, puisque c'est ça que modifie la loi. Donc, le décret du 15 juillet, c'est celui qui fait évoluer le CIR et qui porte les mesures d'application de cet article 20 de la loi CIAI. Même si aujourd'hui on parle de l'offre linguistique, je vous ferai quand même un focus sur la création d'un examen civique parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour nous tous. Et voilà, ça va. On pense que c'est important de diffuser de l'information à minima puisque voilà, les personnes vont avoir ce nouvel examen à passer. Et puis, donc, on parlera du rehaussement des exigences en matière de maîtrise de la langue. Et puis, pour terminer, vraiment rapidement, je passerai sur quelques autres articles de la loi CIAI en matière d'insertion professionnelle. Donc, voilà, l'accès à l'emploi. Voilà, donc, alors là, voilà, c'est un petit schéma qui récapitule le contrat d'intégration républicaine. Donc, le cheminement, c'est que quand un étranger arrive en France, quand il a son premier titre de séjour, il est convoqué à l'OFII pour signer un contrat d'intégration républicaine. Donc, il y a quelques exceptions, effectivement. Voilà, la principale exception, ce sont les Algériens. En termes quantitatifs, il y a aussi d'autres titres qui sont concernés, principalement des titres qui donc, ne signent un CIR que les étrangers qui ont vocation à rester durablement en France. Donc, les contrats courts, les travailleurs saisonniers, temporaires ne sont pas concernés. Donc, la personne est convoquée en plateforme.
elle passe un test de positionnement linguistique et elle a un entretien personnalisé. Et l'auditeur de l'OFI, voilà, l'OFI est là pour sans doute détailler, va lui faire un certain nombre de prescriptions d'orientation et notamment la formation linguistique et la formation civique. Donc la formation civique, c'est une formation de 4 jours qui est obligatoire pour tous les signataires. Et la formation linguistique, bon, je crois que l'OFI y reviendra. Donc, depuis le 1er juillet, toutes les personnes qui n'ont pas le niveau A2 en français se voient proposer une formation linguistique. Voilà. Et le contrat dure 1 an et se clôture au bout d'1 an, sauf si la formation linguistique se prolonge, va au-delà. Et puis, il y a un entretien de suivi qui n'est plus un entretien de bilan, mais un entretien fait plutôt à mi-parcours pour voir si tout se passe bien. Voilà, pour le parcours des signataires. Et donc là, donc ce décret, donc le décret du 15 juillet 2025 qui contient les dispositions relatives à la mise en œuvre de l'article 20 de la loi CIAI, mais aussi des dispositions concernant l'évolution du contrat d'intégration républicaine. C'est vraiment 2 axes importants. Donc, concernant les mesures de la loi CIAI, elles sont deux mesures importantes, la création, l'instauration de l'examen civique, d'une part, et d'autre part, le rehaussement des exigences en matière linguistique. Ouais, on est retourné en arrière là. Voilà, ici. Donc, elle concerne tous ceux qui signent aussi. Alors, donc, elle concerne tous les étrangers qui souhaitent s'installer durablement en France et qui demandent une. Et donc, par contre, il y a des publics qui signent, qui sont convoqués à l'OFI, qui signent un contrat d'intégration républicaine, mais qui n'auront pas à répondre à ces exigences. Ce sont donc les personnes de plus de 65 ans et les bénéficiaires d'une protection internationale. Et les ressortissants de pays, enfin, c'est les Algériens, mais bon, les Algériens maintenant ne signent plus le CIR. Donc voilà. C'est principalement ces 2 publics qui vont signer un CIR, mais qui ne seront pas soumis à ces exigences. Voilà, donc on peut passer. Donc là, sur la formation linguistique, donc comme je vous l'ai dit, elle est proposée pour les personnes qui ne maîtrisent pas le niveau A2. Et ensuite, aujourd'hui, donc le changement depuis le 1er juillet, c'est que les signataires peuvent accepter la formation ou pas. Donc, elle n'est plus obligatoire. La formation civique, par contre, reste de 4 jours, reste complètement obligatoire. Et l'autre changement dans le parcours du CIR, c'est l'entretien, qui est avant être un fin de CIR et qui maintenant est un entretien qui va se dérouler entre 6 et 9 mois. Et voilà, l'auditeur de l'OFI veillera, regardera si tout ce qui avait été prescrit au moment de la signature a bien pu se mettre en place. Voilà, c'est là où j'ai mis, et c'est un peu l'objet voilà, des réunions comme on les fait ici, hein, c'est bien pour que les auditeurs puissent, dans leur dossier d'entretien, bien réorienter, ben, il faut qu'ils aient une bonne information de l'offre de service au niveau territorial pour proposer aux étrangers ce qui va le mieux répondre à leurs problématiques s'il y en a dans leur parcours d'intégration. Donc voilà, donc depuis le 1er juillet 2025, il y a un nouveau CIR. Donc ça, je le passe, je ne vais pas forcément. Je crois que je l'ai laissé, oui, voilà, je l'ai laissé, mais vraiment, comme ça, vous avez la référence de l'arrêté. Je pense que ce n'est pas forcément tout à fait votre cœur de sujet. Et donc, je vous propose maintenant de faire un focus sur l'examen civique. Même si ce n'était pas tout à fait l'objet de notre rendez-vous, on a beaucoup de questions sur cet examen civique. Et donc,
voilà, c'était l'occasion de les partager avec vous. Donc, cet examen civique que les personnes devront présenter un certificat de réussite à cet examen à partir du 1er janvier pour demander une carte de séjour pluriannuel ou une carte de résident, et également la nationalité française, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est pas mon sujet, mais l'examen civique est également instauré pour les demandes de naturalisation. Et donc, ils doivent passer un examen. C'est un QCM de 40 questions sur les 5 thématiques qui sont les 5 thématiques de la formation civique. Droits et devoirs, principes et valeurs de la République, système institutionnel, histoire, géo, culture, vivre dans la société française. Donc, nous avons revu un peu le programme de cette formation civique avec la mise en place de l'examen civique, mais ça reste quand même, on est quand même sur les mêmes thématiques, mais forcément, comme les personnes devront passer un examen, eh bien, il va falloir, il y a un enjeu à ce qu'elles comprennent vraiment les valeurs de la République, laïcité, égalité, fraternité, et voilà, c'est ce qui n'est pas évident, puisque ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas la langue, donc c'est des concepts plus ou moins difficiles à appréhender. Donc, c'est voilà, partie des challenges à porter. Donc, cet examen comportera des questions de connaissances et de mise en situation. Les questions de connaissances seront rendues publiques. Donc ça devrait être rendu public, on va dire, aux alentours, on espère, de novembre, du mois de novembre. Et le seuil de réussite est fixé à 80% de bonnes réponses, ça veut dire 32 bonnes réponses sur 40. Vous voyez, c'est très ambitieux. Donc voilà, donc le calendrier, vous l'avez ici. Donc comme cet examen sera exigé au 1er janvier, nous, on espère que dès le mois de novembre, les étrangers qui en auront besoin pourront le passer. Donc, on parle de l'examen civique, mais en fait, il y a 3 examens différents. Un pour la carte de séjour pluriannuel, un pour la carte de résident et un pour la naturalisation, pour s'adapter au mieux au niveau de français exigé pour chacun de ces titres. Donc, en CSP, on exige un niveau A2. Donc, on essaie de faire des questions simples correspondant au niveau A2. Encore une fois, ce n'est pas évident s'il y a une notion complexe sur principes et valeurs de la République notamment. Et voilà, pour la CR, c'est un niveau B1. Et pour la naturalisation, bien sûr, l'examen porte sur des questions là beaucoup plus, voilà, un niveau d'exigence vraiment beaucoup plus important. Donc, pour chacun des examens, c'est 32 bonnes réponses sur 40, mais ces examens portent des questions d'un niveau de difficulté plus important. Donc, l'examen est passé en dehors de la formation civique, hein, donc parce que encore une fois, toutes les personnes qui font la formation civique n'ont pas à passer l'examen, et puis parce que c'est assez décalé dans le temps. Les personnes font la formation civique juste après avoir signé le CIR, plus ou moins. Par contre, elles auront besoin de passer l'examen civique plutôt au bout d'1 an ou de 2 ans, au moment où elles auront une carte de séjour pluriannuelle. Et puisqu'il leur faudra le temps d'acquérir également le niveau en français. Donc, en plus, l'examen est uniquement en français, alors que alors qu'en formation civique, il y a des traducteurs pour les allophones. Et donc, il y a une procédure d'agrément qui est en cours et un arrêté qui a été publié cet été pour que les organismes qui veulent mettre en œuvre l'examen civique soient agréés. Donc, voilà, la procédure d'agrément devrait aboutir fin octobre. Et il y aura un flyer aussi qui est en cours de maquettage pour diffuser cette information sur ce nouvel examen. Voilà. Alors, en matière linguistique, pour venir au cœur du sujet du jour, on a là, c'est des choses qui sont, je crois, assez partagées maintenant dans les territoires, hein. En matière linguistique, on est passé d'une obligation de moyens, l'exigence de suivre la formation, vers aussi une obligation de résultat, c'est-à-dire d'obtenir le niveau visé.
Donc, pour la CSP, il n'y avait pas d'exigence avant. Il y avait l'exigence de suivre la formation, mais pas d'avoir le niveau. Donc là, il faudra un niveau A2. Et, euh, et pour la carte de résident, il faudra un niveau, il faudra présenter une certification linguistique d'un niveau B1. Donc, l'arrêté qui va lister les documents attestant le niveau de langue est en cours, on est en cours de rédaction. Ce qui existe aujourd'hui pour la carte de résident, c'est donc les personnes peuvent présenter soit un diplôme, soit elles ont fait une partie de leurs études en France, donc elles peuvent présenter un diplôme. À partir du brevet des collèges, c'est accepté, à la fois pour le niveau A2 et pour le niveau B1, soit un CAP, enfin, un baccalauréat bien sûr, et les diplômes de l'enseignement supérieur. Elles peuvent présenter aussi un diplôme français comme le DELF. Et puis, actuellement, le ministère reconnaît deux certifications, la certification TCF et TEF, donc respectivement de la CCIP et de FEI. Et donc voilà, donc a priori, on devrait être sur les mêmes modalités voilà, pour prouver le niveau pour les étrangers, pour prouver leur niveau de français. Voilà, oui, on va terminer peut-être rapidement pour ne pas trop dépasser les 15 minutes qui me sont attribuées. Et puis voilà, ça c'était, et puis c'était juste euh, pour que vous ayez l'information à creuser, parce que pour les territoires, pour les DELS, je pense que vous en avez entendu parler, vous avez entendu parler de l'article 23 concernant donc les entreprises et d'intégrer dans leur parcours de forme, dans leur plan de formation des actions linguistiques et l'obligation qui leur est faite de déléguer du temps sur le temps de travail pour les personnes qui sont en parcours de formation linguistique. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Vous avez le détail, vous avez les références des textes. Et je crois que voilà, c'est une information qui a été assez partagée. Et on invite les territoires à travailler avec les entreprises, notamment celles qui ont des salariés, beaucoup de salariés allophones. On les invite à s'appuyer sur ces décrets pour travailler avec les entreprises à développer l'offre linguistique en interne. Il y a un flyer qui doit être disponible en ligne là-dessus. Et puis la mise en œuvre de la loi plein emploi, ça c'est pareil, je pense que c'est partagé. Et, je pense qu'on peut passer rapidement sur ce point. Je pense que vous avez des échanges avec France Travail. Est-ce que tout cela est bien déjà largement diffusé? Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci Christelle. Donc du coup, il y a effectivement eu quelques questions au cours de votre intervention qui concernaient, donc n'hésitez pas à écrire si jamais ça n'est pas le sens exact de votre demande dans le chat, qui concernait l'examen civique que Oui, vous je avez vois. Donc présenté. Voilà, alors il est une des uniquement à questions c'est l'écrit, est-ce que... effectivement. Oui, C'est d'accord, uniquement à donc l'écrit, uniquement les à questions ne sont l'écrit. pas oralisées. Oui. Voilà. Et ensuite, bah, du coup, en cas d'échec à l'examen, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a possibilité de le retenter ou pas? Oui, 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 bien sûr. Donc, la loi le disait déjà. Donc, il n'y a pas, donc, dans la mise en œuvre, bien sûr, il y a pas de limite. La personne peut le repasser. Il n'y a pas de délai limite également entre deux passages, même s'il y a plutôt intérêt à réviser un petit peu plus. Mais voilà, c'est complètement libre. Et l'attestation, je ne sais plus si je l'ai écrit, il n'a pas de durée limitée. C'est-à-dire que si quelqu'un, voilà, je parlais quelqu'un qui est très à l'aise, qui est très à l'aise avec le français et qui a un certain niveau donc de culture française,
mais qui va avoir besoin de son examen civique pour la carte de séjour pluriannuelle, peut très bien passer la carte de le niveau supérieur et qui sera accepté pour la CSP. Et comme ça, comme il n'y a pas de durée limitée, quand dans 5 ans, il devra présenter la bonne certification, la certification du niveau supérieur, il l'aura. Donc voilà, il n'y a pas de... et donc la certification, une fois qu'elle est, elle est vraie elle est bonne pour toutes. Voilà, il n'y a pas de durée limitée. Alors que la certification linguistique, elle, a une durée de validité de 2 ans. Voilà, on passe du fait que si on ne pratique pas, D'accord. on maîtrise de la langue. Alors, on a eu d'autres questions depuis. Est-ce que le passage de l'examen est gratuit? Non, oui, alors la limite, c'est le coût, bien sûr. La limite, c'est le coût, tout à fait. Donc, on n'a pas de. Notre cadre juridique, le cadre juridique choisi, l'agrément d'organisme, ne nous permettait pas d'imposer un prix. Donc, le prix sera librement fixé par les organismes agréés. Il sera, c'est sûr, moins élevé qu'une certification linguistique qui coûte entre 120 et 150 euros, parce que là, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas d'examinateur, il n'y a pas de correcteur, il n'y a pas de production, c'est juste un surveillant. Voilà, on pense en dessous largement, j'espère, en dessous des 100 euros, mais, euh, mais ça, on le saura au moment où il sera mis en œuvre, donc on l'espère en novembre. D'accord. Et autre question, est-ce que l'examen civique sera aussi valable pour les personnes bénéficiaires d'une protection internationale? Non, 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 non. Les bénéficiaires d'une protection internationale et les plus de 65 ans ne sont pas soumis à ces exigences. En fait, les plus de 65 ans les BPI ont deux droits, ont une carte de résident. Donc, il n'y a pas de sujet. Quand on a écrit le décret, comme les plus de 65 ans n'étaient déjà pas soumis à l'exigence d'une certification linguistique, voilà, ça semblait logique et on a été suivi par le Conseil d'État là-dessus de dire, voilà, on les dispense également de l'examen civique. Eh bien, merci. Et pour la question de Marie, je pense qu'on va passer à la suite. Il y aura peut-être une partie de la réponse dans les interventions suivantes. Tout à fait, c'est sûr même. Voilà. Merci à Donc, vous. bah, merci beaucoup. Et bah, du coup, je vais laisser la parole maintenant à Isabelle Grosjean et Emeline Crème de l'Office pour la suite. Voilà, j'allume mon micro, c'est mieux. Donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous allons venir en complément des informations qu'a pu donner Madame Bignon et nous, surtout sur la formation linguistique. Donc, je me représente rapidement. Isabelle Grosjean, je suis directrice adjointe au sein de l'OFI en Pays de la Loire. Donc, l'OFI en Pays de la Loire, on est compétent sur les 5 régions des Pays de la Loire, ce qui veut dire que toutes les personnes qui, à un moment donné, doivent signer un contrat d'intégration républicaine vont se présenter chez nous au moins une fois pour la signature de ce contrat. Je laisserai la parole à Emeline Crène, qui est la responsable du bureau de l'accueil et de l'intégration à Nantes, enfin l'OFI à Nantes, et qui vous parlera plus en détail effectivement du nouveau marché de formation linguistique, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Dans les grandes lignes, je voulais quand même, pour les personnes qui nous connaîtraient peut-être un peu moins, vous redire quelles sont les grandes missions de l'OFI, parce qu'on parle beaucoup du contrat d'intégration républicaine, mais nous intervenons aussi pour tout ce qui est immigration familiale, immigration professionnelle, et nous sommes aussi l'opérateur de l'État pour l'accueil des demandeurs d'asile. Donc, avant qu'une personne obtienne une protection internationale, ce qu'on appelle nous les BPI, réfugiés ou protection subsidiaire, il passe évidemment par la procédure de la demande d'asile. Et puis on a aussi un volet médical ici à l'OFI. On donne des avis pour les personnes qui souhaitent demander un titre de séjour au titre d'une pathologie, ce qu'on appelle entre guillemets plus généralement la procédure étranger malade. Il y a des personnes aussi qui, en plus de la signature du contrat d'intégration républicaine, doivent passer une visite médicale obligatoire. Et le dernier sujet, le plus récent, c'est des rendez-vous santé. Donc pareil, des personnes là qui sont en demande d'asile, qui viennent d'arriver en France,
qui déposent une demande d'asile et qui vont, s'ils le souhaitent, venir à l'OFII pour rencontrer un médecin et faire le point sur leur situation. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse vraiment, effectivement, c'est ce qui est lié au changement de marché, à la loi CIAI de janvier 2024. Madame Bignon a précisé pas mal de changements, effectivement. Nous, à l'OFII, depuis juillet 2025, on met en application la nouvelle réglementation sur la formation linguistique et le rehaussement du niveau, qui est passé du niveau A1 au niveau A2. Et effectivement, comme vous pouvez vous en douter, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place et des messages à faire passer pour notre public. Je vais laisser la parole à Emeline qui va vous expliquer dans les détails comment tout ça se met en place et comment ça fonctionne à notre niveau. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc, quelques mots en introduction pour vous présenter les chiffres relatifs au CIR au 31/12/2024. Donc, l'année dernière, on a eu donc 5532 personnes qui ont signé le CIR dans la région. Donc, 45% quand même en Loire-Atlantique, qui reste le plus gros département en termes de flux. Sur ces 5532 personnes, 1678 sont des bénéficiaires de la protection internationale, donc à peu près 30% du public signataire de CIR. Donc, en dehors des BPI, nous accueillons également des personnes pour d'autres motifs, notamment le motif économique pour les salariés qui viennent travailler en France, ou également pour un motif familial comme les conjoints de français ou le regroupement familial. Donc, en signant le CIR, l'usager, il s'engage à respecter les valeurs essentielles de la société française et les principes de la République, à participer avec assiduité et sérieux aux formations prescrites par l'OFII et à suivre les orientations que nous pouvons leur prescrire. Donc, concernant les formations que l'on prescrit à l'OFII, elles sont au nombre de 2, une formation civique de 4 jours, qui a été évoquée tout à l'heure, et une formation linguistique pour les personnes qui ne disposent pas du niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues. Donc concernant la formation linguistique, qui est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, il convient de rappeler qu'un positionnement linguistique est réalisé sur les plateformes d'accueil de l'OFII. Positionnement linguistique qui est basé sur les compétences écrites et orales de l'usager. Et donc, en fonction du résultat du positionnement, 2 modalités de formation peuvent être proposées. Un premier parcours linguistique de 600 heures au sein d'un centre de formation qui a lieu en présentiel et qui est destiné exclusivement au public allophone, non lecteur, non scripteur. L'autre parcours qui peut être proposé par l'OFII, c'est une plateforme de formation linguistique via l'application Frelo. Donc, c'est une formation à distance, donc en ligne. Donc, il s'agit d'un apprentissage autonome donc sur une plateforme et l'usager peut se connecter autant qu'il le souhaite. Donc, cet apprentissage-là, il est destiné aux personnes qui n'ont pas le niveau A2, mais qui ne répondent pas non plus aux critères d'orientation 600 heures, du parcours 600 heures, qui ne sont pas non lecteurs, non scripteurs. Donc, l'objectif, si l'usager accepte de suivre cette formation proposée, c'est vraiment l'accompagner vers l'atteinte du niveau A2 qui sera demandé en effet à partir du 1er janvier 2026 pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle. Donc, pour entrer à présent un peu plus dans le détail de la formation linguistique 600 heures, donc l'auditeur intégration à l'OFII va vérifier lors de l'entretien personnalisé que le signataire il accepte l'orientation. Donc, comme cela a été indiqué en introduction, en effet, dans le cadre de ce nouveau marché, la formation linguistique à l'OFII n'est plus obligatoire. C'est-à-dire que la personne, elle peut refuser de suivre les cours de français via l'OFII et décider de suivre des cours via son employeur qui pourrait dispenser des cours, via des associations, via des bénévoles. En tout cas, nous, à l'OFII, on va systématiquement valoriser l'offre de formation qui est vraiment un parcours d'apprentissage sécurisé, gratuit. Donc, cette formation de 600 heures, une fois qu'elle est acceptée par le signataire, elle devient obligatoire et soumise à des conditions de sérieux et d'assiduité. Ce sont des groupes de 12 personnes maximum, avec 3 rythmes de formation possibles, des cours en intensif, semi-intensif ou en extensif. On demande, nous, à notre prestataire sur la formation linguistique de faire preuve d'adaptation et de souplesse par rapport aux signataires et notamment aux personnes salariées pour concilier au mieux l'emploi et la formation.
À noter également qu'il n'y a plus de bonus d'heures, contrairement au marché précédent, et qu'il n'y a plus non plus de parcours complémentaire de niveau B1. Les évaluations intermédiaires sont maintenues dans le cadre de ce nouveau marché. Vous pouvez juste passer à la slide suivante, hein, s'il vous plaît, merci. Donc, maintien des évaluations intermédiaires, c'est-à-dire qu'au bout de 400 heures, si un usager a atteint le niveau A2, il pourra sortir de manière anticipée. Et il y a également toujours des évaluations finales. Par contre, il est important de signaler que l'évaluation finale n'est pas suffisante pour justifier le niveau. Il faudra vraiment que l'usager passe une certification officielle et justifie de son niveau auprès de la préfecture en transmettant cette certification. Donc, concernant à présent le deuxième parcours linguistique que l'on peut prescrire à l'OFII, donc c'est la formation linguistique que l'on appelle formation linguistique asynchrone via l'application Frelo, donc cette fameuse formation à distance, donc qui vise l'atteinte du niveau A2 hein, et qui vise aussi les personnes donc, qui ne sont pas non lecteurs, non scripteurs, mais qui n'ont pas non plus le niveau A2 lorsqu'elles viennent sur les plateformes d'accueil à l'OFII. Donc, cela se caractérise par une licence qui est adressée en fait par mail à l'usager. L'usager va recevoir un mail avec un lien qu'il devra activer en créant identifiant, mot de passe. Et à compter de l'activation du compte, la personne pourra se former pendant 12 mois, donc en formation à distance, de manière complètement illimitée et gratuite. On appelle cela aussi en autonomie guidée. Donc, juste pour apporter quelques précisions, donc le lancement de cette formation à distance est vraiment récent, depuis août dernier. Donc, il conviendra vraiment d'évaluer à moyen long terme l'impact de cette nouvelle modalité de formation. On a déjà eu un certain nombre de remontées des différents acteurs, remontées de terrain que nous-mêmes on fait remonter au niveau national pour voir si potentiellement il pourra y avoir des ajustements à terme. Nous avons quand même déjà identifié certains freins, notamment le manque de lien social. C'est vrai que des cours en présentiel, cela permettait pour des personnes en situation d'isolement, ou notamment des femmes, de se réunir, de se rencontrer, de créer du lien social. Autre frein identifié, c'est la difficulté de maîtriser l'outil. Alors, l'outil d'un point de vue linguistique, et là, ce sera important de s'appuyer sur les offres de formation linguistique qui seront complémentaires à celles de l'OFII. Et donc, Aline Roger de l'adresse vous les présentera tout à l'heure. Et difficulté également de maîtriser l'outil d'un point de vue numérique, informatique. Et donc, également, il sera important de travailler sur cet aspect accès au numérique. On a quand même identifié, malgré tout, un certain nombre d'avantages aussi, notamment pour ce qui concerne la mobilité. C'est vrai que pour les salariés, pour les personnes qui travaillent, c'est plus simple de suivre des cours de français à distance et quand ils ont un moment pour le faire. Ou également pour les jeunes mamans, on a vraiment le premier frein que l'on rencontre à l'OFII, c'est les problèmes de mode de garde. Donc, on a quand même beaucoup de jeunes mamans qui ne peuvent pas suivre les cours de français en présentiel. Donc là, ça peut être une solution, peut-être quand l'enfant dort ou un autre moment un peu plus creux dans la journée, de pouvoir suivre ces cours à distance. Voilà pour la formation à distance. Nous restons à votre disposition pour vos questions. Merci. Merci Emeline. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions s'il y en a d'autres. En tout cas, il y en a eu une par rapport à Frelo. Est-ce que c'est un site et ou aussi une application sur smartphone du coup? Est-ce que c'est Ouais. Alors Frelo est disponible sur tout support numérique, que ce soit téléphone, tablette ou ordinateur. Donc, pour moi, c'est plus une application qu'un site. C'est vraiment réservé aux personnes. Alors, chez nous, au niveau de l'OFII, c'est vraiment un lien sécurisé et unique que l'on fournit à la personne qui a signé le contrat gratuitement. Il faut juste une connexion Internet. Oui, c'est comme toute application, il faut l'installer sur son téléphone, mais cela nécessite en effet une connexion Internet. D'accord. Et donc, autre partie de la... Donc, il y a eu des questions entre-temps, mais voilà. Donc, je termine sur celle-ci. Toujours par rapport à Frelo, est-ce qu'il y a des formateurs en ligne ou est-ce que tout est automatisé?
Alors, il y a pas mal de pictogrammes, hein. Alors, ce sont des cours qui ont été faits, comme on nous a expliqué à nous, parce qu'on a eu une présentation de cette plateforme Frelo. Ce sont des cours qui ont été créés par des formateurs. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est vraiment des cours à destination donc, de personnes qui ne possèdent pas le niveau A2 et vraiment créés par des gens qui savent ce qu'est que d'apprendre le FLE. Vraiment, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Voilà. D'accord. Oui. Donc, il y a quelqu'un juste qui redemande que veut dire non lecteur, non scripteur. Est-ce que c'est en français ou c'est dans leur langue d'origine? Alors, dans les deux, en général, les non-lecteurs, non-scripteurs, ce sont surtout des gens qui n'ont pas été scolarisés ou très peu scolarisés et qui s'expriment alors souvent dans leur propre dialecte, quel que soit le pays, mais qui ne maîtrisent ni en français ni dans leur langue d'origine l'écrit, en tout cas l'écrit, et souvent qui s'expriment dans un dialecte. D'accord. Est-ce que du coup, le bénéficiaire a le choix de refuser le distanciel et de porter son choix sur du présentiel? Non, alors comme je disais, il y a deux types de formations proposées. Donc pour les personnes qui sont évaluées en 600 heures, c'est vraiment notre prestataire du positionnement linguistique qui va faire cette évaluation. Pour le 600 heures, ce sera uniquement du présentiel, mais la personne est libre d'accepter ou non. Pour une personne qui est évaluée en non lecteur, non scripteur, donc elle est en infra A2, mais pas non plus non lecteur, non scripteur, ça sera de la formation à distance. Donc là, elle est libre également de refuser ou non, mais ça sera de la formation à distance et pas du présentiel. Et dans tous les cas, comme le disait Emeline, nos auditeurs intégration présentent vraiment en détail ce qu'est la formation linguistique. À partir du moment où les personnes ont toutes les informations nécessaires et que malgré cela, ils décident de refuser, ce qui est possible, la formation linguistique via l'OFI, il n'y a plus de retour en arrière. Alors, on insiste vraiment là-dessus, c'est important de le savoir et de le comprendre, parce que sur le nouveau contrat CIR, il y a bien une petite case où est coché oui, on accepte, non, on refuse la formation. Et tout refus est définitif. Il n'y a malheureusement pas de retour en arrière. Donc après, il reviendra aux personnes de se trouver ou de se former via des associations, des maisons de quartier, pardon, l'employeur, des bénévoles, enfin tous les autres systèmes qui existeraient autour. Eh bien. Du coup, je pense que vous avez répondu. Il y a une autre personne qui disait, pour les personnes qui ont effectué la moitié des heures en présentiel, vont-elles recevoir un mail de connexion pour continuer en ligne? Donc là, peut-être précis. Oui. Oui, alors en fait, la question c'est plutôt pour les personnes en fait qui étaient toujours en cours de formation, pour les personnes qui auparavant avaient un parcours 100, 200, 400 et qui étaient toujours encore en cours de formation, pardon, au 1er juillet 2025. Là, elles se sont vues transmettre un lien Frelo. Si ce n'est pas le cas, nous on le fait, mais en tout cas, elles poursuivent avec Frelo. Eh bien, quelqu'un demande si les 600 heures sont atteintes et que l'usager n'obtient pas le niveau, que se passe-t-il pour lui? Alors malheureusement, alors à notre niveau, nous, ça s'arrête là. Les 600 heures ont été prescrites, elles sont terminées. Il y a, comme disait Emeline, il n'y a plus de suite de parcours. Ça a été arrêté l'année dernière. Après, il revient à la personne de continuer à se former par elle-même. Mais nous, je parle au niveau de l'OFI, on ne pourra pas aller au-delà des 600 heures. Et de la même manière, Oui. pour la formation asynchrone, la licence est valable 12 mois. Donc, les personnes ont 12 mois pour se former à l'atteinte du niveau A2. La différence entre l'ancien marché, on va dire formation linguistique, et le nouveau, c'est qu'avant, il y avait différents parcours, 100, 200, 400, 600 heures, et les personnes allaient en présentiel se former sur ce nombre d'heures. Là, on est vraiment passé sur un 600 heures vraiment classique pour les non-lecteurs, non-scripteurs en présentiel, 600 heures, c'est clair. Et pour les autres, en asynchrone, à distance, ils ont 12 mois. Peu importe, ils peuvent très bien faire, moi je ne sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, mais ils peuvent très bien faire 20 heures
de cours de français et ça leur suffira pour atteindre le niveau A2, mais ils peuvent aussi faire, pourquoi pas, en 12 mois, 600 heures, si c'est nécessaire, sur la plateforme Frelo. La plateforme Frelo n'est pas limitée elle est limitée dans le temps, elle est valable 12 mois, mais en nombre d'heures, la personne peut s'y connecter comme elle veut, quand elle veut, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Très bien. Alors, il y a quand même pas mal de questions. Je vais essayer de prioriser. Donc, il y avait la personne qui avait posé la question pour euh, les formateurs en ligne. En gros, là, elle a reprécisé sa question pour demander, il n'y a pas d'échange à distance avec des formateurs humains, voilà. Non, Non, c'est Donc, pas la une classe réponse virtuelle. est- Non, c'est pas une classe virtuelle. En Voilà. effet. Les formations sont Euh, créées par des formateurs, mais il n'y a pas de formateurs en ligne. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi accès sur cette application pour des personnes... Enfin, attends, y a-t-il aussi l'accès à l'application pour les personnes niveau B1, B2 ou pas du tout? Alors, pas au niveau de l'OFI, en tout cas, nous, on prescrit cette plateforme, ce Frelo, pour l'atteinte du niveau A2. Mais peut-être que Madame Bignon, elle pourrait, non, je ne sais pas si Madame Bignon pourrait préciser peut-être par rapport au niveau supérieur. Mais pour moi, la plateforme Frelo, c'est uniquement pour le niveau A2, je pense. Mm. Ah, On n'entend pas. On vous entend pas, Madame Bignon. On ne Ah, vous a pas on entendu, vous a Madame pas, Bignon. on vous a pas entendu, Madame Bignon. Oui, non, j'ai pas de, pardon, j'ai pas de complément, hein. Ensuite, voilà, que ce soit pour les personnes qui n'ont pas atteint, pour les personnes voilà, qui n'ont pas atteint le niveau A2. Et ensuite, c'est le droit commun qui est l'offre complémentaire que va présenter Aline. Et ensuite, côté pour le ministère, et puis le droit commun en matière de formation avec France Travail. Merci. Ou les organismes, ou les salariés, ou les entreprises pour les salariés. Est-ce qu'il existe un support d'information qui pourrait aider les travailleurs sociaux ou les accompagnants à accompagner les BPI dans l'exploration, la compréhension de cette application Frelo? Alors, c'est bien la problématique. Je crois que c'est les premières problématiques qui nous ont été remontées via les travailleurs sociaux, effectivement, qui nous disent que pour beaucoup, et j'imagine que c'est surtout les personnes qui sont très très proches d'un niveau 600 heures et qui, n'étant pas non lecteurs, non scripteurs, doivent aller sur Frelo et qui ont a priori du mal à se connecter et à comprendre le fonctionnement. Et non, malheureusement, il n'y a pas de programme pour aider les travailleurs sociaux à aider les apprenants. En tout cas, pour le moment, ça n'a pas été prévu. Ça n'a pas été prévu, mais je pense que... Pardon. Non, je vous en prie. Je pense qu'au regard du grand nombre de demandes qui sont remontées, hein, on a fait un séminaire lundi, on a fait un mini-séminaire dans le cadre du séminaire de la semaine de l'intégration lundi. Et vraiment c'est beaucoup remonté. Et j'espère qu'on va pouvoir, enfin, voilà, on a plusieurs pistes à réfléchir avec l'OFI et le prestataire pour qu'il y ait peut-être des pas à pas ou des petits kits pour les accompagnants. Il y a les opérateurs âgés aussi qui nous demandent. Donc, je pense que voilà, il y a vraiment un réel besoin. Il faut c'était pas prévu, donc ça va se construire. Mais voilà, je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Le temps de faire. Je vais relayer une dernière question et puis alors j'ai bien noté qu'il y a d'autres questions. On verra à la fin si on a le temps de recontinuer sur les questions pour laisser le temps de présentation de l'adresse. En fait, une des questions qu'on avait prises sur la possibilité de continuer après le présentiel, en fait, la question c'était pour les personnes qui n'ont pas reçu le mail de connexion, comment faire pour se connecter à Frelo? Oui, alors c'est vrai que en principe, c'est l'organisme Frelo qui avait envoyé en masse les liens de connexion au cours de l'été, fin août, début septembre. Maintenant, c'est nous qui le faisons en plateforme. Mais c'est vrai qu'il se peut que certains usagers soient, entre guillemets, passés à la trappe et n'aient pas reçu le mail. Donc, auquel cas, il faut revenir vers nous.
et nous contacter sur notre boîte fonctionnelle qu'on pourra remettre dans le chat si nécessaire. Comme ça, nous, on pourra le faire directement. La boîte fonctionnelle, c'est très bien. simple, c'est cai.nantes, CAI en minuscule, .nantes, @ofii.fr. Il ne faut pas hésiter, effectivement, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse leur envoyer le lien sans problème. Et peut-être on remettra l'adresse que vous venez de citer dans le support qui vous sera envoyé Oui, je à vais la l'issue remettre là. du webinaire. Voilà, et dans le chat également. Et donc, la remets. effectivement, du questionnement par rapport à l'accès au numérique, mais on y reviendra si on a le temps à la fin du webinaire. Et on va passer de ce pas la parole à Aline Roger qui va parler de l'offre justement complémentaire aux formations de l'OFII qui existent en région. C'est à vous, Aline. Merci Magdalena. Alors, je me représente juste rapidement. Donc, moi, je suis Aline Roger, chargée de mission sur la politique d'intégration des étrangers primo-arrivants à la DREETS des Pays de la Loire. Et donc, effectivement, je vais vous présenter l'offre locale que l'on finance, nous, État, sur notre budget 104, donc intégration et accès à la nationalité, qui est complémentaire aux formations de l'OFII, puisque comme on le voit là dans les questions qui remontent suite aux présentations de l'OFII et de la Diane, donc d'une part, les formations linguistiques de l'OFII ne sont pas obligatoires, donc les étrangers primo-arrivants peuvent choisir de s'orienter vers d'autres parcours de formation. Et puis par ailleurs, il y a aussi des besoins qui sont complémentaires dans la continuité du parcours de formation linguistique de l'OFII pour accéder à des niveaux de langue B1, B2. Et donc ça fait partie de l'offre de formation linguistique que nous, on finance sur le BOP 104. Donc je précise aussi que je ne vous présente que ce qui est financé par la DREETS sur le BOP 104, mais à côté de ça, il y a aussi une grande variété d'offres qui est financée par d'autres acteurs, comme par exemple le Conseil régional ou l'offre de France Travail, mais j'y reviendrai pas là dans la présentation ce matin. Donc nous, DREETS, on lance chaque année un appel à projet sur le BOP 104 qui a vocation à financer des actions à destination des étrangers primo-arrivants pour faciliter leur intégration dans la société française et accélérer la mobilisation du droit commun. Et sur l'appel à projet qu'on a lancé pour l'année 2025, compte tenu de toutes les évolutions qu'il y a sur les exigences en termes de niveau de langue et les évolutions des formations linguistiques de l'OFII, on a fait le choix pour l'appel à projet régional de cette année de concentrer vraiment les financements sur le financement d'actions de formation linguistique complémentaires aux parcours qui sont proposés par l'OFII. Donc, à l'issue de l'instruction des candidatures, on avait on a financé 52 projets sur notre région, dont 36 actions qui comportent de la formation linguistique. Et à titre de comparaison, en 2024, on avait un budget qui était à peu près similaire à celui qu'on a eu cette année, mais on n'avait financé que 18 actions de formation linguistique. Donc, on voit que sur cette année, on a vraiment mis l'accent sur le financement des actions de formation linguistique. Et c'est probablement quelque chose qu'on va réitérer pour l'appel à projet de l'année prochaine. Donc, la majorité des actions de formation linguistique sont localisées en Loire-Atlantique. Et comme l'a présenté l'OFII un petit peu plus tôt, c'est logique puisque la majorité des signataires de CIR sont localisés en Loire-Atlantique. Mais après, l'ensemble des départements sont couverts. Et puis, il faut savoir aussi que ce n'est pas le nombre d'actions qui compte, mais plus le nombre de sessions et d'heures de formation qui sont financées au sein de chacune de ces actions. Par exemple, en Vendée, on finance que 2 actions, mais c'est des actions avec une amplitude et une ampleur qui est plus importante que certaines petites actions qui sont financées en Loire-Atlantique. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour vous présenter chacune de ces 36 actions qu'on finance cette année, sinon ce serait un petit peu long. Mais toutes ces actions seront référencées sur la cartographie du Carrefour-F. Et là, je vais juste vous présenter quelques exemples emblématiques dans chaque département. Juste pour vous dire aussi que sur les actions qu'on finance cette année, donc la majorité des formations visent l'atteinte du niveau A2 pour se mettre en conformité avec les exigences de la loi CIAI. Mais on finance aussi des parcours qui visent l'atteinte du niveau A1, en tout cas à consolider le niveau A1 pour ceux qui n'auraient pas atteint ce niveau, y compris après la formation de l'OFII. Et également des parcours qui permettent d'aller plus loin et d'aller vers le niveau B1, voire le niveau B2. Donc, il y a vraiment une variété de parcours de formation qui est proposée.
Il y a certains parcours de formation qui permettent aussi d'avoir une préparation aux certifications, puisque c'est quelque chose qui est exigé maintenant pour avoir une carte de séjour pluriannuelle, ou également qui permettent de préparer au passage du DELF, le diplôme d'études en langue française. Et enfin, on a des formations qui sont plus généralistes, qui sont vraiment axées sur l'apprentissage linguistique, la montée en compétences linguistiques pures, et d'autres formations linguistiques qui sont plus à visée professionnelle et qui, en plus du renforcement des compétences linguistiques, vont également avoir un volet sur l'apprentissage de vocabulaire technique, la connaissance du monde professionnel, la construction d'un projet professionnel, la réalisation de stages en entreprise ou de temps d'immersion. Donc vraiment de la formation linguistique, mais avec un volet professionnel. Alors là, je vous ai mis quelques exemples, donc non exhaustifs, de ce qu'on finance cette année dans chacun des départements. Donc en Loire-Atlantique, on finance une association CAP Formation sur un parcours d'accompagnement à la fois vers l'emploi et avec un volet linguistique, donc qui a pour objectif vraiment de proposer une formation linguistique contextualisée, donc directement reliée aux situations professionnelles des apprenants et également à la vie quotidienne en France. Donc l'objectif de cette formation qui est proposée par CAP Formation, c'est de progresser en langue pour atteindre le niveau A2, mais tout en engageant une dynamique d'insertion professionnelle. Dans le Maine-et-Loire, on finance l'association Afodil pour un parcours de formation linguistique à destination donc des non-lecteurs, non-scripteurs, qui, à l'issue des 600 heures de formation linguistique de l'OFI, n'auraient pas atteint le niveau A2 et auraient besoin d'une formation complémentaire pour pouvoir atteindre ce niveau A2, avec une localisation de la formation linguistique sur Cholet, pour permettre également de couvrir d'autres territoires et que toute la formation linguistique ne se concentre pas sur Angers. En Mayenne, on finance le Greta CFA du Maine pour une formation linguistique d'un petit peu plus de 200 heures, qui vise toujours à renforcer les compétences linguistiques pour pouvoir atteindre le niveau A2. Donc ça peut s'adresser par exemple à des personnes qui, à l'issue de la formation de l'OFI, n'ont pas réussi à atteindre le niveau A2, ou à des personnes pour qui on a proposé la formation asynchrone, mais qui, compte tenu de leurs difficultés, par exemple, de maîtrise du numérique, souhaitent s'orienter vers une formation en présentiel. Eh bien, ils peuvent du coup prétendre à cette formation du Greta CFA pour pouvoir à la fois atteindre le niveau A2, mais également découvrir les métiers en tension sur le territoire et également s'approprier les principes de la société française dans une optique à la fois d'une meilleure intégration dans la société et également d'une insertion professionnelle. Sur la Sarthe, on finance l'association AISP, donc pour une action de formation linguistique à la fois intensive et professionnalisante, donc conçue spécifiquement vraiment sur les besoins des secteurs en tension sur le territoire du Sud-Sarthe, donc par exemple l'industrie, la logistique, les services à la personne, l'agriculture. Et l'objectif, là encore, c'est toujours d'atteindre le niveau A2, mais avec un fort volet de vocabulaire technique et de savoir-être pour pouvoir enclencher une dynamique d'insertion professionnelle. Et enfin, en Vendée, on finance l'association CFP Presqu'île sur une formation linguistique qui vise à la fois à consolider le niveau A1 pour ceux qui sont encore sur des bas niveaux de langue et également à atteindre le niveau A2, donc avec pour objectif d'atteindre ce niveau A2 tout en incluant un travail de positionnement sur le marché de l'emploi et de la formation. Et ce qui est intéressant aussi avec cette action, c'est qu'il y a des périodes de stage en entreprise qui peuvent être proposées. Et l'association propose également une aide pour l'inscription aux certifications de langue, comme par exemple le TEF. Voilà, donc ça, c'est un échantillonnage dans ce qu'on peut financer sur le BOP 104. C'est pas exhaustif. Et oui, vous pouvez passer à la slide suivante, Magdalena. En complément de ce que l'on finance via notre appel à projet régional, on a également des partenariats avec les collectivités locales, ce qu'on appelle les CTAI, donc les contrats territoriaux d'accueil et d'intégration, qui sont des conventions que l'État signe avec des collectivités territoriales et qui permettent de financer des actions en faveur de l'intégration des étrangers et qui sont vraiment adaptés aux besoins de la collectivité, donc de la commune ou du conseil départemental. Et dans la région, on a 9 collectivités qui ont signé ou qui vont signer un CTAI en 2025. Donc, je vous ai mis la liste dans le petit tableau qui est à droite de la slide. Il y en a dans quasiment tous les départements de la région, sauf en Vendée.
Et la particularité des CTAI pour l'année 2025, c'était que la formation linguistique, c'était un axe obligatoire pour pouvoir signer ou renouveler un CTAI. Donc, on a des formations linguistiques qui sont incluses dans tous les CTAI qui sont signés dans la région en 2025. Et donc, dans la slide suivante, je vous ai mis des petits exemples d'actions de formation linguistique qu'on peut intégrer dans des CTAI. Donc, par exemple, on a un CTAI avec la commune de Mauche Communauté dans le Maine-et-Loire et qui permet de financer un parcours intensif d'un petit peu plus de 260 heures de formation linguistique qui permet à la fois de renforcer les compétences linguistiques, mais également d'accompagner à l'appropriation des codes et des usages du monde du travail et du coup d'enclencher une dynamique d'insertion professionnelle. Et donc sur ce territoire, c'est l'association Formaclé qui va mettre en œuvre cette action de formation. Et avec la ville du Mans, on a également un CTI qui est signé avec une action de formation intensive à visée professionnelle qui, cette fois-ci, est mise en œuvre par la Maison des langues de l'Université du Mans, avec une formation de 176 heures qui est en 3 axes. Formation en français en contexte personnel et professionnel, français à visée professionnelle et également une aide à l'orientation pour la suite du parcours. Voilà un peu pour un panorama de ce que l'on peut financer et mettre en œuvre sur le BOP 104. Merci Aline pour cette présentation. Alors, il est bientôt midi, mais on va quand même prendre. Je voudrais juste revenir, excusez-moi Aline, je vais vous poser les questions qui concernent votre partie, mais peut-être une dernière question, parce qu'on l'a peut-être pas dit au cours du webinaire, à l'OFI par rapport à Frello. Dans quelle langue l'application est disponible? Et voilà, ça faisait partie d'une des questions qui est posée. Alors, pour l'instant, l'application, elle est disponible en 4 langues, donc français, anglais, arabe et indonésien. Donc ça, également, ça pourrait être amené à évoluer. Il y a des discussions en cours au niveau national, visiblement. Très bien, merci. Et pour les questions, donc il y avait une question, alors sauf Aline, si vous avez la réponse là tout de suite qui jaillit, mais sinon ça va faire la transition avec ce que je vais présenter après. Il y avait une question sur la formation de Cap Formation, donc en Loire-Atlantique, que vous avez présenté. Peut-il être suivi en cours d'emploi sur un chantier d'insertion, par exemple? Et Là, sinon, je vais... Ouais, j'ai un doute. Je pense qu'il faudrait interroger directement l'association Cap voilà. Formation pour être sûr que ça fait partie enfin, que c'est pas un critère d'inéligibilité à l'entrée. Eh bien, ça va faire la transition avec la dernière partie, mais très rapidement parce qu'il est midi. Voilà, donc moi, je voulais juste vous parler, mais vous aurez le support avec les liens et vous pourrez aller voir de 3 outils qui sont à votre disposition en lien avec l'offre linguistique. Le Cariforef, en fait, est missionné pour collecter l'offre linguistique et la rediffuser à travers différents outils. Donc là, c'est un choix. Il y a d'autres outils qui sont alimentés par cette offre linguistique. La numéro 1 qui est à destination des professionnels que vous êtes, qui va référencer l'ensemble de l'offre de formation linguistique pour les primo-arrivants dont on vous a parlé. Donc notamment, ça va répondre, vous retrouverez, vous retrouverez l'offre de formation financée par le BOP 104, les ASL, l'offre de l'OFI. Ça recense l'offre des organismes de formation, donc c'est complémentaire à celle qui est proposée par l'offre associative, excepté pour les ASL. Vous retrouverez aussi sur cette cartographie le tableau des certifications dont on vous a parlé un peu plus tôt, qui attestent d'un niveau de langue en français qui sont reconnus comme tels. Et elle est actualisée quotidiennement. Elle est mise à jour par les organismes de formation qui proposent justement ces formations. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Pareil, du coup, vous retrouverez les coordonnées de Cap Formation pour pouvoir contacter l'organisme directement sur l'offre qui vous intéresse. Deuxième outil, là directement à destination des publics, qui est traduite en 8 langues, pour retrouver là aussi directement près de chez soi l'offre de formation linguistique qui va répondre à l'objectif du public, que ce soit l'insertion pro, l'insertion dans la vie sociale, etc.
Et dernier outil, là de manière plus large, c'est un dossier thématique dédié à l'accompagnement des primo-arrivants et des réfugiés vers l'insertion professionnelle sur notre site. Vous allez retrouver du coup les liens vers ces différents outils, les replays, les supports des actions passées, des différents webinaires, des différentes actions territoriales qu'il y a pu y avoir sur les différents départements de la région. Vous allez retrouver également tout un recensement des dispositifs d'aide à l'insertion avec les fiches, le descriptif, les organismes qui proposent cela. Et plus largement, vous retrouvez aussi tout le travail qui est fait par nos collègues de la veille, notamment sur voilà, tout ce qui concerne l'accompagnement vers l'insertion professionnelle des publics primo-arrivants. Et du coup, vous aurez le support. Il est 12h03. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions autres. Non, pas forcément. Donc, on va conclure. Donc, on vous remercie toutes et tous pour votre participation. Merci beaucoup à nos intervenantes d'être avec nous aujourd'hui et de nous avoir présenté les évolutions linguistiques en cours. Le webinaire, du coup, sera disponible dans quelques jours en replay sur notre site internet et le support qui vous a été présenté vous sera diffusé à l'issue par mail. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous et à bientôt. Ah, et peut-être dernière petite information avant que vous partiez tous. Par rapport aux certifications de langue, le Cariforef des Pays de la Loire et le Grève-Bretagne proposeront un webinaire en janvier 2026 sur la question avec des certificateurs qui seront présents. Donc voilà, vous pouvez le noter quelque part dans un coin de votre tête. En janvier 2026, il y aura un webinaire sur cette question. Bonne journée.